Allez, je vous propose qu'on démarre. Donc, bienvenue à l'atelier sur la mise en œuvre de l'identité nationale de santé. Je me présente, je suis Christelle Boulin et avec Elsa Créac, ici présente aussi, nous pilotons au sein de l'ANS l'accompagnement du déploiement de l'INS. Alors, le programme que nous vous proposons aujourd'hui s'articule autour en 4 temps. Tout d'abord, je vais vous présenter l'état d'avancement du déploiement de l'INS et vous partager les résultats d'une enquête que nous avons menée sur les usages de l'INS. Ensuite, Madame Gaston Carrère, directrice adjointe de la clinique de Château de Verne en Occitanie, nous partagera son retour d'expérience dans la mise en œuvre de l'INS. Puis Madame Céline Descamps, responsable de la cellule d'identité-vigilance de la Nouvelle-Aquitaine et directrice de projet, fera le point sur la mobilisation du secteur libéral. Et enfin, Madame Christine Ballian, directrice de France Connect, nous présentera le dispositif permettant de sécuriser l'identification des usagers lorsqu'ils ne sont pas présents physiquement. Alors, nous avons considéré aujourd'hui que vous disposiez désormais des connaissances de base sur l'INS. Au cas où ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à venir nous voir à l'issue de l'atelier où on est présente sur le stand de l'ANS pendant 3 jours. Si vous avez des questions un peu basiques sur l'INS, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions idiotes, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Alors, avant de commencer, peut-être une petite photo à date sur l'état du déploiement de l'INS. Alors, comme vous le savez, avant d'être référencés Ségur, les éditeurs doivent être autorisés par le CNDA. Donc, à ce jour, nous avons 133 éditeurs qui sont autorisés, ce qui représente plus de 200 logiciels. Donc, il y a 43 aussi logiciels qui sont référencés Ségur. Dans le couloir hôpital, on peut noter que 14 logiciels référentiels d'identité, qui sont donc les logiciels qui peuvent appeler le téléservice INSI, sont référencés. N'hésitez pas aussi à aller à la rencontre de ces éditeurs qui sont pour la plupart présents sur Santexpo. Alors, concernant les indicateurs d'utilisation, donc logiquement, le nombre d'utilisateurs augmente. On a près de 30 000 utilisateurs uniques sur le mois d'avril qui ont appelé le téléservice, dont plus de 1300 structures sanitaires et médico-sociales, ce qui représente plus de 6,8 millions d'appels. Le top 5 des utilisateurs en avril, la PHM à Marseille, il y a une représentante de la région PACA qui est là, le CHU de Grenoble, le CHU d'Amiens, le CHU de Montpellier et le CHU de Poitiers. Donc globalement, le nombre d'utilisateurs augmente et même si ça reste un très bon mois, c'est en légère diminution, mais en particulier, ça s'explique par des éditeurs qui mettent en ce moment à jour des logiciels et donc le déploiement est un petit peu peut être suspendu dans certaines structures. Alors maintenant, je vais vous présenter les résultats d'une enquête que nous avons menée courant mars-avril, donc sur des indicateurs de février, auprès d'un panel de structures de santé et du médico-social, dont la plupart en fait appellent le téléservice INSI. On a eu près de 500 questionnaires qui ont été reçus et analysés par l'ANS. Alors déjà, un premier chiffre à partager avec vous, c'est que globalement, on arrive à des très bons taux de qualification, puisque près de la moitié des répondants ont qualifié plus de 70% de leurs identités, et près de 75% des répondants, 50% ou plus. C'est une qualification qui est principalement réalisée en front office, puisque plus de la moitié des répondants nous ont indiqué que les agents d'accueil en charge donc des admissions étaient en capacité de qualifier 90% ou plus des identités. Madame, vous nous direz tout à l'heure ce qu'il en est dans votre clinique. Donc plutôt des résultats satisfaisants de notre point de vue. Alors, on a également interrogé les structures sur la diffusion de l'INS, puisque évidemment, l'intérêt, c'est pas que l'INS reste adossé à la donnée de santé, c'est que dans le cadre des échanges et du partage de cette donnée, dans le cadre du parcours de soins, l'INS puisse être véhiculé. Donc, en fait, là, on arrive à un tournant, mais c'est une étape quand même qui reste à franchir pour une grande partie des structures, puisque plus de la moitié des répondants ne sont pas en capacité de diffuser les INS qualifiés vers d'autres logiciels en interne.
Et quand c'est le cas, l'immense majorité, des envois partent vers le DPI, ce qui est aussi assez logique et ce qui nous arrange finalement puisque c'est du DPI que les informations peuvent être échangées et partagées. S'agissant justement de la diffusion vers l'extérieur et notamment l'alimentation de MS Santé ou l'envoi vers le DMP, on est encore assez loin de la cible, puisque à peine 21% des répondants envoient des documents de santé référencés avec l'INS qualifiés via MS Santé. Et 80% des structures ont indiqué ne pas être en capacité de générer, alors ça c'est un autre sujet sur le data matrix, sur la question sur l'alimentation du DMP qu'on n'a pas mis ici, mais finalement il y a seulement un tiers des répondants qui sont en capacité d'alimenter le DMP avec une INS qualifiée. Alors j'ai oublié de dire que le détail de cette enquête, parce que là c'est une synthèse assez brève, sera en ligne sur notre site dans la semaine et donc vous pourrez prendre connaissance de l'ensemble des résultats détaillés. Alors les répondants, on a interrogé aussi les structures sur la nature des difficultés qu'ils rencontraient dans le déploiement de l'INS et en fait elles sont de quatre natures. Il y a déjà un sujet autour finalement de la mise à disposition de solutions INS compatibles et donc de la capacité des éditeurs et la leur aussi dans le déploiement réel de ces solutions-là. Il y a un deuxième sujet autour de l'interopérabilité. Vous savez que dans certaines structures, il y a peut-être plus de 100, 200 applications qui sont concernées, impactées par l'INS. Donc forcément, ça va nécessiter du temps de déploiement dans l'ensemble de ces applications. Il y a un sujet autour, et on en parlera tout à l'heure également, dans l'organisation interne, puisque vous savez également que l'objectif, c'était aussi d'appliquer le référentiel national d'identito-vigilance en appliquant les mesures d'identito-vigilance. Alors pour beaucoup de structures, ce n'était pas un sujet, et pour d'autres, quand même, il y avait pas mal de travail à faire de ce point de vue-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose à intégrer, quelque chose de nouveau à intégrer pour les équipes, en particulier les équipes au niveau des admissions et des référents identitaux. Et puis, dernier type de difficulté, c'est sur les prérequis techniques. Vous savez aussi que pour accéder au téléservice INSI, il faut être doté d'une carte CPX nominative, CPX étant la famille qui regroupe les CPS, donc les cartes professionnelles de santé, les CPE, cartes professionnelles d'établissement, ou les certificats logiciels. Et puis ça peut être du coup parfois un peu laborieux pour certaines structures de passer toutes ces commandes. Alors je vais sans plus attendre passer la parole à Madame Gaston Carrère, qui est directrice adjointe, mais pas seulement, et qui va nous faire part de son retour d'expérience. Donc allez-y. Bonjour mesdames et messieurs. Ça va... Non, normalement allez-y. C'est bon ? Oui, allez-y. Bonjour mesdames et messieurs. Oui, effectivement, tout d'abord je tenais à dire... Je ne sais pas si on m'entend. Est-ce que c'est mieux ? Oui. Donc bonjour mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tenais à dire que j'étais très honorée de faire ce retour d'expérience aujourd'hui et je remercie vivement l'ANS ainsi que le grade e-santé Occitanie de m'avoir fait confiance. Alors tout d'abord, effectivement, je suis directrice adjointe à la clinique du Château de Verne, mais j'ai plusieurs casquettes donc, au sein de cet établissement puisque je suis également coordinatrice du département de l'information médicale, responsable sécurité du système d'information et référente en identito-vigilance. Donc pour vous situer un petit peu, je ne vais pas vous le cacher vu mon accent, je viens du sud de la France, on est bien d'accord. Donc l'établissement est situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Toulouse, en Haute-Garonne, et elle est limitrophe des départements du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Il s'agit d'un établissement de soins médicaux et de réadaptation, ex-SSR, de 158 lits et places. Nous sommes spécialisés dans les affections des systèmes digestifs, métaboliques et endocriniens pour la prise en charge des patients atteints d'obésité et ou de diabète. Et nous avons une surspécialisation dans la prise en charge de l'obésité morbide.
Nous avons également un service de soins de suite spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées polypathologiques et un service de soins de suite polyvalent. Nous avons également développé une prise en charge ambulatoire en hôpital de jour, spécialisée également pour les personnes atteintes d'obésité et ou de diabète. Donc la prise en charge est une prise en charge globale, pluridisciplinaire, qui gravite autour de 10 programmes d'éducation thérapeutique autorisés par l'ARS. Nous prenons en charge 2500 patients par an et donc nous avons 2500 identités à qualifier chaque année. Alors, comment avons-nous déployé l'INS dans l'établissement ? Dans les suites immédiates de la parution des nouveaux référentiels, les fameux RNIV, la cellule d'identito-vigilance s'est réunie et nous avons réalisé un état des lieux. Nous avons défini ensemble un plan d'action pour répondre donc aux nouvelles exigences. Nous devions passer la visite de certification V2020 en juin et du coup nous avons vraiment décidé d'accélérer la mise en place, en tout cas le déploiement de l'INS. Nous avons donc pris contact avec notre éditeur informatique et après négociation, nous avons décidé de mettre en place donc le fameux connecteur INSI, mais pas que. Nous avons également décidé de mettre en place le CDRI. On n'en parle pas souvent, mais c'était important que ce soit intégré à notre dossier patient. Donc, dès le mois de mars, nous avons formé l'ensemble du personnel habilité à l'identification primaire. Donc, effectivement, dans notre établissement, il s'agit des secrétaires du bureau des entrées. Et nous avons pu faire nos premiers appels à l'INSI. Donc, depuis, la qualification, en tout cas les appels à l'INSI, se fait au fil de l'eau, au fur et à mesure des entrées dans l'établissement. Nous avons ensuite mené plusieurs actions de communication. Nous avons mis à jour l'ensemble des procédures et protocoles, notre charte et politique d'identito-vigilance, la cartographie des risques également, puisque si certains risques disparaissent, d'autres peuvent quand même apparaître. Donc voilà, il nous semblait important de revoir notre cartographie des risques. Nous avons remis à l'ordre du jour l'ensemble des affichages. Donc, nous avons modifié toutes nos affiches dans l'ensemble des services, que ce soit à destination des patients, mais aussi à destination des professionnels de santé. Nous avons réalisé une grosse campagne de communication par mail et sur notre logiciel qualité. Enfin, nous avons dû former l'ensemble des professionnels de santé. On était en plein contexte Covid, donc pas plus de 10 personnes à la fois. Donc il nous a fallu faire quand même 14 sessions de formation. Voilà, c'était quand même chronophage, mais en même temps tout à fait indispensable de réaliser cette formation. Alors en parallèle et au fil de l'eau, nous avons eu de multiples échanges avec l'éditeur face quand même à certaines difficultés pour qualifier les identités. Et il nous semblait également important de pouvoir obtenir des listes de travail pour pouvoir identifier justement les personnes en tout cas les identités en fonction de leur statut d'identité. Nous n'avons pas réussi à les obtenir tout de suite. Donc nous avons quand même décidé de faire une évaluation sur un mois donné, sur l'ensemble des entrées du mois d'octobre. On a pu constater que nous avions quand même 80% d'identités qualifiées. Donc c'était quand même déjà un très bon résultat. Ceci dit, on avait quand même 20% qui ne l'étaient pas. Donc on voulait en savoir un peu plus. Du coup, nous avons demandé au secrétaire du bureau des entrées d'effectuer un relevé beaucoup plus précis des dysfonctionnements qu'elle rencontrait ou des difficultés à l'aide de fiches d'événements indésirables. Au mois de février, j'ai enfin obtenu mes listes de travail. Donc, grâce à ces listes de travail, nous avons pu faire une analyse extrêmement fine justement des identités non qualifiées à l'arrivée. On s'est rendu compte qu'en définitive, quasiment toutes pouvaient l'être.
Donc du coup, nous avons fait un petit retour au secrétaire du bureau des entrées en leur donnant des petits trucs et astuces pour pouvoir qualifier les identités. Il s'agissait surtout de rajouter le lieu de naissance, parfois le premier prénom aussi à la liste des prénoms. Voilà, des petites actions comme ça qui a fait que du coup, en première intention, elle pouvait d'ores et déjà qualifier des identités. Et ensuite, comme nous avions quand même des administrateurs d'identité qui étaient identifiés dans l'établissement, nous avons décidé de leur confier l'ensemble des dossiers qui présentaient des problèmes, en tout cas souvent de divergence et des difficultés pour le bureau des entrées au moment de l'arrivée des patients. Alors, quelques points de vigilance par rapport à la mise en place de l'INS. Alors, parfois, en tout cas, il ne faut pas négliger les difficultés techniques. Il y en a, on en a eu. Je ne vous le souhaite pas, mais on en a eu. Donc d'abord, des problèmes d'accès aux téléservices. Aujourd'hui, je ne sais pas trop, en fait, si c'est dû à la plateforme, si c'est des problèmes de réseau, mais parfois, pendant 2-3 heures, on ne peut pas accéder au service, et puis au bout d'un moment, ça se débloque. Bon, voilà. Il faut le prendre en compte parce que quand on fait au fil de l'eau et que ce n'est pas disponible à ce moment-là, ça peut provoquer des difficultés d'organisation. Il peut y avoir aussi des problèmes qui sont liés aux différentes mises à jour des logiciels avec des pratiques qui doivent évoluer en fonction de celles-ci. Donc là, il faut être vraiment très attentif aux mises à jour qui sont effectuées par les éditeurs. Et ensuite, il peut également y avoir des problèmes qui sont liés aux bases. Donc là aussi, c'est plutôt à voir avec les éditeurs, notamment des codes postaux des lieux de naissance qui peuvent évoluer, certains même disparaître, et des difficultés aussi pour les personnes qui sont nées à l'étranger. Là aussi, c'est très difficile de qualifier les identités. Autre point de vigilance, c'est la formation des professionnels. Donc, il ne faut vraiment pas négliger la formation du personnel en charge de l'identification primaire parce qu'effectivement, même si ça a l'air d'être simple comme ça, c'est un clic. Mais derrière, à chaque fois qu'il y a des divergences entre les documents d'identité du patient et ce qui est relevé de l'INSEE, là, ça prend du temps, il faut réfléchir. Donc voilà, il ne faut vraiment pas négliger cette formation. Également pour le personnel quand même en charge de l'identification secondaire, il s'agit là quand même d'acquérir de nouvelles compétences. Il y a une nouvelle terminologie d'identitovigilance, des nouveaux symboles qui peuvent apparaître dans les systèmes d'information, des nouvelles procédures et une nouvelle charte d'écriture, puisque là maintenant on voit apparaître des traits d'union, des apostrophes qui étaient proscrits jusque-là. Enfin, l'implication des patients. Nous avons pu constater des difficultés pour obtenir des documents d'identité valides, surtout pour les patients provenant d'un autre établissement de santé. Les familles récupèrent les documents et quand ils arrivent chez nous, ils n'ont plus les documents sur eux. Également des difficultés pour motiver les patients à effectuer les démarches de demande de correction des données d'identité. Là, c'est vraiment toujours très compliqué parce que c'est le dernier de leurs soucis au moment de leur hospitalisation. Alors, il y a quand même de nombreux éléments facilitant, heureusement. Donc d'abord la riche documentation qui a été mise à disposition par l'ANS, l'ARS, le GRAD, en tout cas le GRAD e-santé Occitanie, bien sûr les fameux RNIV, le référentiel INS. Autre document qui nous a permis de qualifier beaucoup d'identités, c'est une fiche pratique qui a été élaborée par le GRIV en PACA. Qui contient la conduite à tenir devant une discordance entre l'INS et l'identité présente sur une pièce d'identité. Donc là, je vous invite vraiment à récupérer ce document et d'en faire un petit résumé. D'ailleurs, le GRAD e-santé Occitanie a élaboré un petit diaporama pour faire une formation, c'est top. Voilà, bravo. J'ai pu participer à de nombreux webinaires qui sont d'ailleurs souvent en replay sur le site de l'ANS. Du GRAD également. J'ai participé à de nombreux ateliers, à des rétex.
Il y a eu beaucoup de communiqués de presse et enfin des kits de communication, que ce soit à destination des professionnels de santé, mais aussi des patients. Vraiment, c'est déjà tout fait. On peut pas dire qu'on n'a pas ce qu'il faut pour déployer. Ensuite, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement de grande qualité, vraiment tout à fait exceptionnel, on peut le dire, directement sur le terrain par le grade e-santé Occitanie, dans les différents projets, que ce soit en termes d'identité-vigilance avec le déploiement de l'INS, mais aussi dans la phase pilote de la messagerie citoyenne, l'alimentation du DMP, etc. L'incitation financière par le Ségur et ces nécessaires atteintes des prérequis, le questionnaire d'appropriation du RNIV sont un levier non négligeable parce que il y a quand même derrière des investissements, que ce soit d'ordre technique ou des moyens humains qui sont quand même importants pour déployer de tels systèmes. Et enfin, j'ai la chance d'être entourée d'une équipe de terrain soudée, dynamique, motivée et vraiment très rigoureuse dans le travail de qualification de l'INS. Donc à ce jour, dans l'établissement, nous avons atteint plus de 97% d'identités qualifiées. Merci. Donc nous alimentons le DMP, nous diffusons aussi les lettres de liaison via la MS Santé pro et citoyenne. Quel que soit le statut d'identité, nous avons décidé de le faire jusqu'à la fin de l'année, justement pour pousser aux usages. Nous avons intégré la data matrix dans l'ensemble des comptes rendus d'hospitalisation et des ordonnances, mais nous sommes confrontés aujourd'hui à des difficultés techniques qui sont, en tout cas je l'espère, en cours de résolution par notre éditeur. Et voilà, donc j'espère très rapidement parce que j'ai candidaté pour le volet 1 et le volet 2, donc là je peux plus reculer. Enfin, nous venons de signer les bons de commande du SONS avec notre éditeur également. Donc ces différents statuts d'identité permettent quand même aujourd'hui aux soignants d'être assurés que l'identité a bien été contrôlée et les sécurise vraiment de donner le bon soin aux bons patients. Nous projetons également de mettre en place dans l'établissement un atelier d'éducation thérapeutique pour nos patients spécifiques sur leurs droits, intégrant notamment les notions d'utilisation de mon espace santé. Je pense que ça, c'est très intéressant, mais il n'y a pas que ça dans cet atelier, c'est qu'on a aussi des problèmes pour les personnes de confiance, les personnes à prévenir. Voilà, il y a tout plein de sujets, je crois, à aborder avec les patients et peut-être sous forme d'atelier d'éducation thérapeutique. On peut arriver à faire évoluer les choses. Alors nos attentes, nos espoirs, nous en avons beaucoup. Nous espérons en tout cas un déploiement rapide de l'INS et l'ensemble et la mise à jour en fait de l'ensemble des outils de coordination et d'orientation. Je pense en tout cas pour mon établissement à Via Trajectoire, que ce soit en ville comme à l'hôpital, afin de faciliter les échanges et le partage des données de santé. Voilà, et bien sûr d'améliorer la qualité de la prise en charge de nos patients et la sécurité des soins. Nous espérons également un véritable usage par chaque citoyen grâce à une alimentation fiable et exhaustive de mon espace santé, ce qui permettra d'avoir un regard et une gestion sur sa propre santé en totale autonomie. C'est ce qui est en fait la base de l'éducation thérapeutique que nous développons dans l'établissement depuis près de 30 ans. Cet outil devrait permettre à chaque patient de mieux comprendre sa maladie et son traitement, de mieux coopérer également avec les professionnels de santé et de maintenir ou d'améliorer sa qualité de vie. C'est vraiment un bel espace de confiance. Enfin, je suis persuadée que mon espace santé sera un véritable vecteur d'économie dans notre système de santé. Merci beaucoup et on a la chance de voir toute l'équipe réunie. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, ce que je vous propose, comme on est déjà un peu en retard, c'est qu'on va enchaîner avec l'intervention de Céline et on prendra les questions sur les 2 retours d'expérience. Merci beaucoup. C'est très intéressant.
te laisse la main. Bonjour, je suis Céline Descamps, je suis directrice de projet INS Identito-Vigilance et membre de la cellule régionale d'Identito-Vigilance. L'avantage qu'on a en Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'en fait, l'Identito-Vigilance existe depuis 2018. Donc c'est ce qui nous a permis de mettre en place une gouvernance régionale en Identito-Vigilance avec le Corpin, donc c'est notre comité de pilotage de l'identité numérique en santé, qui regroupe, on va dire, les principaux acteurs de l'écosystème. Donc là, vous avez la liste exhaustive des personnes qui sont présentes et représentées à cette instance. Donc bien évidemment, instance de pilotage donc, qui permet de définir les priorités en lien avec l'identité numérique. Les autres instances que nous avons, donc le comité technique, donc là ce sont des représentants du terrain avec des admissionnistes, avec des responsables des bureaux d'admission, des référents qualité qui animent, on anime en fait ce réseau de manière annuelle et nous font des remontées de terrain. Et nous avons donc la cellule régionale en Identito-Vigilance dont je fais partie et qui est là pour vraiment mettre en œuvre et décliner la politique. En fait, tout ça pour vous dire que c'est à l'occasion finalement du comité de pilotage où on avait les principaux acteurs autour de la table qu'on a été sollicité par le monde libéral. Alors, je pense que vous imaginez la joie que ça a pu susciter en nous. Donc, dans un premier temps, on a été sollicité par les biologistes libéraux qui étaient très demandeurs d'accompagnement. On a, à partir de l'auto-évaluation qui est disponible sur le site de l'ANS, on l'a un tout petit peu retravaillé au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et on a travaillé avec les biologistes pour qu'ils puissent s'auto-évaluer dans leur structure et permettre de voir quelles sont les actions prioritaires à mettre en place. Et nous avons, à leur demande, animé un webinaire d'information pour voir un petit peu quelles allaient être les missions importantes, les actions prioritaires à mettre en place. Et ce premier webinaire a abouti à une sollicitation de leur part pour qu'on puisse former les secrétaires des laboratoires de biologie médicale. Donc ça, c'était les biologistes. Et alors, l'autre grosse sollicitation que nous avons eue est venue de la part des médecins libéraux qui ont souhaité travailler avec nous, donc la cellule régionale d'Identito-Vigilance, donc le GRAD, en partenariat avec l'ARS et l'assurance maladie. Donc autant vous dire que quand la demande est apparue au décours de cette réunion, j'ai attendu à peine 48 heures pour leur sauter dessus et leur dire « Ok, nous on est partants, allons-y ». Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rédigé un mail, une lettre destinée aux médecins libéraux, mais exclusivement ciblée sur l'INS et l'identito-vigilance. Parce que dans les structures, on sait qu'il y a beaucoup de choses avec le Ségur, mais au niveau du monde libéral, il y a énormément d'avancées aussi pour eux et beaucoup d'attentes. Et du coup, les messages peuvent se perdre un petit peu dans la globalité. Donc là, on avait vraiment fait ce courrier spécifique sur qu'est-ce que c'était que l'INS finalement et qu'est-ce que l'avenir leur réservait, l'avenir très très proche. Ensuite, sur notre site internet qui est dédié à l'identito-vigilance, on a fait une page dédiée pour l'activité libérale pour un petit peu dire ce qu'ils vont avoir à faire, mais aussi un peu des FAQ qui reprennent des situations, des cas d'usage un peu classiques. Je suis médecin généraliste, je connais ma patiente depuis 20 ans, pourquoi je devrais vérifier son identité? Donc on a repris ça vraiment spécifique pour eux. Et puis on a aussi cette chance d'être complètement associé à toutes les actions entreprises par l'assurance maladie. Donc tous les webinaires actuellement qui sont animés par l'assurance maladie, on participe de manière conjointe pour introduire l'INS, pour introduire les bonnes pratiques d'identito-vigilance auprès de l'ensemble des
des professionnels libéraux. Alors la suite, on va s'attaquer aux autres professionnels libéraux. Là, on a priorisé les médecins libéraux puisque ce sont eux qui nous ont sollicités. Et puis notre prochaine cible, dans très peu de temps, ça va être les pharmaciens d'officine. Et puis l'assurance maladie souhaite qu'on mette en place des webinaires dédiés au déploiement de l'INS, parce que là c'est un peu généraliste, mais vraiment là dédié à l'INS et à l'identito-vigilance. Et puis continuer à adapter ces questionnaires d'auto-évaluation aux différents secteurs. Et on travaille actuellement avec l'ANAP pour fournir un e-learning qui va partir des usagers à l'ensemble des professionnels aux référents identitaux des structures. Donc il y a un gros travail, grosse attente, donc qui pourra normalement être disponible d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Céline. Alors avant de passer la parole à France Connect, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Alors oui. Bonjour, j'avais une question pour vous. Vous aviez dit qu'il y avait 14 sessions de formation. Je voulais savoir quel type de professionnels avait été formé au-delà des bureaux d'accueil. Est-ce que vous avez formé les médecins, enfin ceux qui ne font pas d'accueil, mais qui doivent être sensibilisés à l'identito-vigilance? Nous avons formé l'ensemble du personnel. D'accord. Donc, y compris les médecins, les infirmières, les professeurs d'activité physique adaptée, les diététiciennes, etc. Vraiment tous les professionnels de santé. Alors, ce n'est pas des questions, plutôt des commentaires. Déjà, je trouve l'idée de l'éducation thérapeutique aux outils numériques et à la e-santé, je trouve que c'est vraiment une excellente idée pour les patients. Et un commentaire pour Céline. Ensuite, félicitations pour avoir réussi à embarquer le monde libéral, que ce soit la biologie ou les professionnels de santé. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore malheureusement réussi à faire nous en PACA. On ne perd pas espoir, hein, mais vraiment félicitations parce que je pense que c'est le plus difficile d'embarquer le monde libéral. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui, non, juste Manuela. Oui, pardon. Je pense que la gouvernance, d'avoir tous ces acteurs autour d'une même table à un instant T, ça facilite les choses et ça crée les opportunités. Oui, monsieur. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir en fait s'il y avait des accompagnements pour les éditeurs de logiciels qui veulent s'inscrire dans et proposer l'INSI dans leur logiciel. Alors oui, il y a un dispositif d'accompagnement d'ailleurs qui est représenté. Il y a le GU Sésame Vital. Bonjour. Donc, et l'ANS mettent en œuvre un dispositif d'accompagnement des éditeurs selon vos besoins. Voilà, donc on peut reprendre contact à l'issue de l'atelier, échanger sans problème, oui, bien sûr. Merci. Alors, je propose donc de passer la parole à Madame Balian. Alors, Madame Balian, vous êtes la directrice de France Connect. Alors, comme vous le savez, ça a été rappelé lors des précédents témoignages, les professionnels doivent valider l'identité des usagers qu'ils prennent en charge en vérifiant au moins une fois leur justificatif d'identité. C'est bien une des conditions qui permet de qualifier l'INS et de pouvoir utiliser l'INS par la suite. Pour les situations où le patient n'est pas présent physiquement, le référentiel national d'identito-vigilance prévoit la possibilité d'utiliser des dispositifs d'identification électronique de niveau substantiel ou élevé au sens du règlement EDAS. Mais Madame Balian va nous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. Afin de valider donc l'identité à distance, c'est notamment tout l'intérêt du service France Connect Plus et de l'identité numérique. Voilà, et je vous passe la parole. Bonjour à tous. Alors je vais commencer par faire un point rapide sur France Connect pour vous dire où on en est sur France Connect aujourd'hui. Donc France Connect, j'espère que vous connaissez France Connect. Donc c'est un moyen d'identification où en fait vous pouvez réutiliser un identifiant mot de passe que vous avez déjà créé, donc soit via votre compte Amélie, soit via votre compte impôt, soit via votre compte MSA, soit via Mobile Connect et moi, ou soit via votre identité numérique La Poste.
Donc aujourd'hui, on en est où? On est à plus de 38 millions d'utilisateurs de France Connect. Donc c'est un service qui est opéré par la direction du numérique de l'État et on est je suis ravie de partager avec vous tous ces bons résultats puisqu'on a également plus de 1400 services en ligne qui se sont connectés donc, via France Connect et sur lesquels vous pouvez utiliser France Connect. Donc, ce qu'il y a d'intéressant également à avoir en tête, c'est que c'est un outil qui s'est vraiment installé dans le quotidien des Français, puisqu'on a à peu près plus de 17 millions de Français qui utilisent France Connect plus de 4 fois par an et plus. Et donc, on voit qu'on est vraiment sur une récurrence d'usage qui est en train de s'installer, et donc un service qui est vraiment très très fortement utilisé du fait de la simplification que ça permet pour faire ces services en ligne. Donc on a également un outil sur lequel on a un capital confiance qui est important puisqu'on a plus de 70% des utilisateurs de France Connect qui ont confiance en cet outil et ayant en tête également qu'il y a plus de 80% des Français qui ont particulièrement confiance en leur identité Amélie. Donc on est vraiment sur une très très bonne vague et donc sur une utilisation particulièrement forte de France Connect. Alors qu'est-ce que c'est France Connect Plus ? Donc France Connect Plus, c'est la même chose que France Connect sur une autre plateforme, mais avec des niveaux d'identité plus sécurisés, encore plus sécurisés que dans France Connect. Et donc France Connect Plus va intégrer des identités encore plus sécurisées. Donc pour le moment, il y a une identité de niveau substantiel. Je vais vous expliquer après les différents niveaux de sécurité pour des identités numériques donc prévus dans le cadre du règlement européen eIDAS. Et donc, dans France Connect Plus, vous allez pouvoir faire des services en ligne qui sont plus sensibles, dans lesquels on va pouvoir partager des données qui sont plus sensibles, et également éviter, dans certains cas, de se déplacer, puisqu'on est sur un niveau de sécurité qui est plus important. Donc concrètement, c'est une plateforme techniquement qui est différente de celle de France Connect. Et dans France Connect Plus, il va y avoir à terme plusieurs identités numériques que vous allez pouvoir choisir pour faire vos services en ligne de façon complètement sécurisée. Donc, on va passer peut-être aux 3 niveaux de sécurité que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il y a un règlement européen qui définit ces niveaux de sécurité. Donc, aujourd'hui, le premier niveau, donc, qui est dit faible, c'est ce que vous avez dans France Connect. C'est-à-dire que vous allez avoir un identifiant et un mot de passe. Donc, ça, c'est considéré comme le niveau de base dans l'échelle des identités numériques. Et ensuite, il y a 2 autres niveaux. Alors, le deuxième niveau, qui est le niveau substantiel, c'est celui que vous allez avoir dans France Connect Plus. Vous allez d'abord devoir créer une identité dans un équivalent, soit en face à face ou dans un équivalent face à face. Donc, c'est typiquement l'identité numérique La Poste. Je vais vous présenter le parcours juste après, concrètement, pour bien voir ce à quoi ça correspond. Et donc, dans ce niveau substantiel, vous allez avoir cette différence par rapport au niveau faible, c'est que vous allez devoir créer cette identité et ensuite, vous allez devoir, à chaque utilisation, avoir utilisé une application donc dans laquelle vous allez avoir votre identité numérique qui va se réveiller et ensuite, on va vous demander un deuxième secret, donc qui va être en général un mot de passe ou éventuellement votre empreinte digitale, comme on va le voir sur l'identité numérique La Poste. Donc ça, c'est le deuxième niveau, au sens du règlement eIDAS, au niveau substantiel. Et il y a un niveau qui est dit niveau élevé, qui est la crème de la crème. Et là, on a une sécurité qui est encore plus importante, avec, en plus du niveau substantiel, donc vous allez faire le même parcours que sur un niveau substantiel, donc avec une identité à créer, puis un secret à rajouter à chaque fois que vous allez utiliser cette identité. Vous allez avoir en plus, dans le niveau élevé, un élément cryptographique. Donc par exemple, ça va être le cas avec la carte nationalité d'identité électronique, c'est-à-dire que vous allez faire votre service en ligne, mais vous allez garder votre carte d'identité électronique complètement sur votre smartphone pendant toute la démarche en ligne que vous allez faire. Et là, vous allez être sur un niveau élevé, puisqu'il y aura en plus de ces 2 éléments de connexion qui sont dans le niveau substantiel, vous allez avoir en plus la puce de la carte qui va permettre de vérifier que vous êtes bien à la fois le titulaire de la carte et que vous avez donc cette vérification cryptographique avec la puce qui sera faite en permanence. Et donc là, vous êtes sur un niveau élevé. Donc concrètement,
Voilà le parcours de l'identité numérique La Poste, donc sur un niveau substantiel. C'est-à-dire que vous avez déjà créé votre identité numérique La Poste. Et donc ensuite, à chaque connexion, vous allez vous connecter sur votre service en ligne préféré, par exemple de santé. Et là, on va vous demander de saisir votre numéro de téléphone. Ça va donc appeler votre application sur votre smartphone. Et ensuite, vous allez avoir une notification qui va arriver sur votre smartphone. Vous allez cliquer sur cette notification et vous allez pouvoir confirmer. Donc, c'est le deuxième secret, entre guillemets, avec soit votre empreinte digitale, soit votre code secret pour pouvoir poursuivre votre service en ligne. Donc, voilà concrètement le parcours de La Poste. Alors, concrètement, aujourd'hui, sur France Connect Plus, on a l'identité numérique La Poste, donc de niveau substantiel. Et donc, on devrait avoir d'ici quelques semaines Iris, donc qui est le nouveau nom de Mobile Connect et moi, donc dès qu'ils auront obtenu leur qualification de niveau substantiel. Donc, c'est une identité qui est opérée par la société Ariad Next. Donc, on aura cette deuxième identité de niveau substantiel qui devrait arriver sur le début du deuxième semestre 2022. Et ensuite, on aura donc à partir de la fin 2022 l'identité numérique issue de la carte nationalité d'identité électronique, donc au niveau élevé, où là, on aura cette identité de niveau élevé avec le parcours donc, en plus cryptographique qui sera disponible fin 2022. Et puis enfin, premier semestre 2023, l'AppCV, donc avec l'identité numérique qui sera issue donc, de la carte vitale. Et donc avec là aussi ce niveau substantiel, et ça sera donc la quatrième identité que vous pourrez utiliser dans le cadre de France Connect Plus. Donc en conclusion, aujourd'hui dans le cadre de France Connect Plus, donc, qui a été lancé en septembre, on a un service en ligne qui utilise France Connect Plus, donc qui est celui de la préhospitalisation de la PHP. Et donc là, on a fait le choix pour tester un peu ces moyens d'accès avec les patients, de mettre à la fois le bouton France Connect ou France Connect Plus. Et donc là, on voit le distinguo entre les deux, c'est-à-dire que France Connect, vous allez pouvoir vous connecter, mais sans échanger de données sensibles, et en tout cas en devant sans doute, lors du face-à-face que vous allez faire lors de votre admission, peut-être fournir des documents complémentaires ou en tout cas faire des choses en plus. Alors qu'avec France Connect Plus, vous allez être passé sur un parcours 100% en ligne, où là, en étant sur un environnement plus sécurisé, vous allez pouvoir échanger des données de façon plus sécurisée et éviter éventuellement un déplacement ou de fournir des documents complémentaires quand vous serez en face-à-face lors de l'hospitalisation. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques Pas d'autres, c'est clair pour tout le monde. Très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je remercie infiniment nos 3 intervenantes pour votre participation. Merci beaucoup à tous et puis à très bientôt.